Bonjour à tous, bienvenue à ce premier April Talk dédié à l'économie circulaire dans la mobilité. On n'a pas pu passer à côté, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, on assiste à une vraie prise de conscience environnementale, poussant d'une part les entreprises à revoir la gestion de leurs ressources et leur mode de production, et d'autre part, bien entendu, à revoir les consommateurs à revoir leurs habitudes. Et le secteur des mobilités n'y a pas échappé, et de nombreux acteurs s'impliquent de plus en plus pour vraiment mieux concevoir leurs produits, pour allonger la durée de vie, et aussi pour mieux les trier et les recycler une fois qu'on ne peut plus s'en servir. Donc ce matin, pendant tout le mois d'avril, on va interroger différents acteurs de la mobilité qui vont nous expliquer comment on peut créer de la valeur en préservant les ressources et l'environnement, et vraiment dans cette logique d'économie circulaire. Et ce matin, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Houvenagel. Bonjour Laurent. Bonjour Marie, bonjour à tous. Donc Laurent, tu es leader de écosystème eWIP. Tu vas nous expliquer un petit peu plus après ce qu'est eWIP. Vous le savez maintenant, vous pouvez, n'hésitez pas à vous présenter dans les différents onglets sur votre droite avec le chat et à poser également vos questions. On y reviendra à la fin de l'entretien. Et donc, comme vous le savez, ces entretiens sont organisés dans le cadre du Mobility Club, ce cercle privé créé par VIA-ID il y a maintenant 4 ans, dédié aux grandes entreprises désireuses de mieux appréhender les mutations de la Smart City et des mobilités. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence. Laurent, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer dans quelle mesure le cadre réglementaire a poussé les entreprises à changer leur mode de fonctionnement par rapport à cette logique d'économie circulaire? Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, le cadre réglementaire fait évoluer le comportement des entreprises, mais on peut aussi y contribuer. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer au travers de la gestion de l'environnement chez Mobivia, de l'histoire que l'on a eue dans cette aventure. Alors, c'est une aventure qui a démarré en 95. Elle a été poussée par notre fondateur, Éric Derville, qui avait construit à l'époque une culture d'entreprise autour de la sécurité routière et autour de la protection de l'environnement. Donc chez Mobivia, alors c'était Noroto à l'époque et ça a démarré bien sûr par Noroto France. Donc chez Noroto France à l'époque, nos premiers rapports environnement datent de 98. Donc on parle d'une époque qui est du siècle dernier déjà. Et notre premier centre auto, par exemple, le premier Noroto qui a été certifié ISO 14001, ça date de 2002. Tout cela, à l'époque, c'était issu de démarches volontaires de l'entreprise. C'était pas le contexte réglementaire, le contexte législatif qui nous imposait ça. On était moteur bien avant que la loi nous y pousse. Et à contrario, on a contribué à faire évoluer la loi, parce que dès 2003, le Noroto France, là aussi, a fortement contribué à la création du décret pneus qui avait vu la mise en place d'une filière, la première filière qui permettait le traitement des pneus usagés. C'était une époque où on avait des gisements de pneus abandonnés dans des prairies, dans des champs en France, et donc ce décret est arrivé pour interdire de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre des pneumatiques. Et c'est aussi ce décret qui avait imposé aux fabricants, aux importateurs de pneus d'en assurer la collecte et l'élimination. Donc, on a fortement contribué à ça et on a, en tant qu'importateur et de producteur de pneus, à l'époque c'était déjà le cas, nous avons monté notre propre système individuel de collecte, de tri, de traitement des pneus, les pneus dont nous sommes responsables, ceux sur lesquels on a notre propre marque. Et encore à ce jour, nous sommes le seul distributeur, alors distributeur au sens vendeur, monteur de pneus, qui gère par lui-même ses pneus usagés. Donc, on est encore les seuls aujourd'hui sur le marché. Alors depuis, nous avons créé 21 autres filières de déchets, alors sans forcément par le fait qu'il y ait une incitation légale ou un cadre réglementaire derrière, mais juste parce que ça fait partie de notre ADN et qu'on considère que c'est le devoir de nos sociétés. On est sur un métier qui est polluant, donc on se doit de contribuer à la protection de la planète. Alors, pour répondre maintenant un peu plus précisément à ta question, Marie, en quoi le cadre réglementaire nous fait bouger? Alors là, je ferai un focus sur deux lois qui sont récentes. Il y a la loi AGEC qui date de février 2020 et la loi transition énergétique pour la croissance verte qui est un petit peu plus ancienne, mais elle date de août 2015. Donc, c'est quand même pas si vieux que ça. Alors, cette dernière loi, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, elle indique que les professionnels de l'entretien, de la réparation automobile doivent proposer aux clients des pièces issues de l'économie circulaire.
Alors, je ne sais pas combien d'entre vous autour de l'écran se sont déjà vus proposer des pièces issues de l'économie circulaire lorsque vous êtes allé dans un Renault, dans un Peugeot, dans un Euroauto ou un Midas, mais je pense qu'autour de l'écran, vous n'êtes pas très nombreux. Et pourquoi vous n'êtes pas très nombreux? C'est très simple, c'est que à l'époque, en 2015, le sourcing était quasi inexistant, et encore aujourd'hui, c'est difficile pour les professionnels de l'automobile de vous proposer des pièces issues de l'économie circulaire qui sont de qualité, qui sont certifiées, qui sont intéressantes pour le client. Mais la loi incite forcément la profession à le faire, et ce, depuis 2015. Donc, c'est un premier exemple. Un autre exemple plus récent, donc c'est la loi AGEC, qui est de février 2020, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Alors, cette loi, pour le coup, elle va impacter fortement nos organisations. Alors, avec des contraintes, mais qu'on va essayer de transformer en opportunités. Alors, je vous donne quelques exemples parce que dans la loi AGEC, il y a vraiment énormément d'articles et donc de décrets qui vont tomber. Mais pour prendre quelques exemples qui sont criants pour notre métier, l'un d'entre eux, c'est que cette loi veut mettre l'économie circulaire au cœur de la commande publique. Donc ça veut dire quoi pour nous? Ça veut dire concrètement que les acheteurs de l'État, les acheteurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements doivent désormais acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation. Et ça dans des proportions importantes, puisque cette loi fixe des proportions entre 20 et 100% selon le type de produit. Donc, dans notre métier, ça veut dire que les appels d'offres des flottes publiques vont demander, par exemple, à ce que l'on monte des pneus issus de l'économie circulaire sur les flottes, sur les véhicules des flottes publiques. Et on pourra aller plus loin avec d'autres familles de produits pour équiper ça. Donc, on doit là aussi accélérer le sourcing de ce type de produits. Un autre exemple dans cette loi, c'est qu'elle demande d'étendre la responsabilité des producteurs dans la gestion de leurs déchets en créant de nouvelles filières. Donc, il y a 11 nouvelles filières qui sont créées et il y en a 4 qui concernent directement notre métier, le métier de Mobivia, le métier d'Iwip. Donc, on va devoir mettre en place ces nouvelles REP, ces nouvelles responsabilités élargies des producteurs. Donc, ça aura des impacts sur nos métiers, sur la collecte, sur le tri et sur la revalorisation. Un dernier exemple, et puis j'arrête avec la loi AGEC parce qu'on peut y passer la matinée. Cette loi demande à ce que l'on facilite la réparation. Alors, je pense que là aussi, tous autour de l'écran, vous avez déjà été irrités plus d'une fois par l'obsolescence technique que l'on peut rencontrer. Alors, sur nos appareils électroménagers ou autres, on a tous vécu ce genre de mésaventures. Donc, la loi demande à ce que l'on facilite la réparation, donc que l'on travaille l'éco-conception, que l'on mette à disposition les pièces pour pouvoir réparer les appareils que l'on produit. Et donc là, ça aura aussi un impact sur les métiers du groupe Mobivia. D'accord. Ouais, donc on voit vraiment que Mobivia n'a pas attendu que le cadre réglementaire se mette en place pour réagir, bien au contraire. Et du coup, justement, quelle est l'ambition, quelle est la mission d'Iwip Ecosystem aujourd'hui? Alors, Iwip, ça signifie Integrate Waste in Product, intégrer les déchets dans les produits. Ce qui est vraiment un excellent acronyme pour définir notre mission. Donc, c'est une mission qui est bâtie autour de l'objectif numéro 12 parmi les 17 objectifs des Nations Unies. Donc, l'objectif numéro 12, c'est celui qui concerne la consommation et la production responsable. Alors, notre mission, on a l'habitude de la résumer en une équation. Donc, cette équation, c'est 3R plus ACT. Alors, les 3R, ce sont les 3R classiques dans notre métier, j'oserais dire. Donc, c'est le réduire, réutiliser et recycler. On a la chance que ça marche en anglais aussi, avec le reduce, reuse et recycle. Donc, le premier R, le R de réduire, c'est forcément le meilleur déchet, celui que l'on ne produit pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les déchets? Le second, c'est de réutiliser les déchets. Comment on peut prolonger la durée de vie? On s'est rendu compte que souvent c'est possible et je vais vous donner quelques exemples juste après. Le troisième R, c'est le R de recycler. Alors, quand on n'a pas pu réutiliser, quand on a épuisé toutes les solutions, on n'a pas d'autre choix que de recycler. Donc, on va d'abord favoriser un recyclage matière. Et quand on ne peut pas faire de recyclage matière, on va devoir passer sur une revalorisation énergétique. Donc, concrètement, on envoie ça dans des cimenteries pour brûler, pour se servir des déchets comme de combustible. Alors, ces 3 R, on va les déployer au travers ce qu'on appelle le ACT, accompagner, collecter, traiter. Donc là, notre mission, c'est d'accompagner nos clients, de collecter et de traiter leurs déchets. Alors, on les accompagne en amont au travers de programmes d'éco-conception pour réduire leurs déchets. Donc, on a monté des modules que l'on diffuse à nos acheteurs, à nos ingénieurs pour les inciter à travailler cette éco-conception pour qu'on ait moins de déchets in fine sur l'emballage, sur le produit en lui-même.
On accompagne nos clients en aval pour gérer toute la partie administrative et réglementaire. Bon, quand il y a des filières, quand il y a des REP, des responsabilités élargies du producteur, il y a aussi beaucoup de papiers à remplir derrière. Donc, c'est un vrai travail. Et on réalise aussi pour nos clients une veille réglementaire, parce que la loi, on est dans le sujet aujourd'hui, mais donc on voit bien que le cadre réglementaire a une implication, des conséquences sur nos métiers. Donc, on réalise cette veille réglementaire. Donc ça, c'est sur la partie A, la partie accompagnement de nos clients. Sur la partie, sur les autres parties, donc le reuse, le recycle en particulier, là, on est des chefs d'orchestre, c'est-à-dire qu'on va collecter, on va trier les déchets pour eux, on va mettre en œuvre tous les moyens pour les traiter. Et donc, chaque année, eWIP, pour le compte du groupe Mobivia, aussi pour quelques partenaires externes, traite plus de 100 000 tonnes de déchets. Ces 100 000 tonnes de déchets, 10% vont partir en réemploi. On travaille pour augmenter ce chiffre. 61% partent en revalorisation matière et on a encore à ce jour 28% qui partent en revalorisation énergétique. D'accord, oui. Et du coup, comment est-ce que Mobivia et quand a pris ce virage vraiment de l'économie circulaire? Alors, j'oserais dire que l'économie circulaire a démarré il y a 17 ans chez nous, chez Noroto France pour le coup, avec la création de la filière pneus. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, on accélère vraiment. On accélère sur le R du reuse, qui, de notre point de vue, est vraiment celui qui définit le mieux l'économie circulaire, puisque ce déchet va pas être broyé, va pas être enfoui, va pas être brûlé. On va pouvoir le réintégrer directement dans la boucle économique. Donc, c'est ce qui est, de notre point de vue, le plus vertueux. Alors ça, c'est ce qu'on se propose de faire depuis maintenant un petit peu plus d'un an au travers de ce qu'on appelle les eWIP écosystèmes. Alors, ce qu'on appelle un eWIP écosystème, c'est un ensemble d'ateliers, d'usines, de micro-usines que l'on réunit autour de centres de collecte de nos déchets. Donc, on veut agir en local, c'est-à-dire qu'on va collecter les déchets dans un rayon de 200-250 km autour d'un eWIP écosystème. Donc, on regroupe tout ça sur un seul et même endroit. Et sur ce même endroit, on veut transformer les déchets, prolonger leur durée de vie immédiatement à cet endroit-là. Il n'est pas question de faire des kilomètres, de faire du transport avec ces déchets, même ces déchets transformés. Donc, localement, on veut prolonger la durée de vie de nos produits. Donc, à cette heure, pour être concret, on a deux projets qui permettent de prolonger la durée de vie de deux produits qui sont importants pour le groupe. Donc, c'est le pneu et c'est la batterie. Alors, le pneu, on a commencé par le pneu d'occasion. Donc, dans les bennes que l'on collecte dans nos centres, il y a un faible pourcentage, c'est un petit pourcentage, mais un petit pourcentage sur des gros volumes. Mais dans les bennes, il y a encore des pneus qui ont 6-7 mm de gomme, qui sont en bon état, qui sont récents et qu'il serait dommage d'envoyer en destruction. Donc, on a contribué à la création d'une norme AFNOR qui définit ce qu'est un pneu d'occasion. On fait labelliser nos process, parce que bien évidemment, vous imaginez qu'il y a des contrôles qualité très stricts. On s'appelle Mobivia, donc la sécurité de nos clients est extrêmement importante. Le pneu est un produit de sécurité. Donc, il y a un process qualité, de contrôle qualité extrêmement fort derrière nos pneus d'occasion. Donc, on est en train de mettre ça en place. On commence à commercialiser des pneus. Mais donc, vous allez voir de plus en plus apparaître dans nos réseaux des offres de pneus d'occasion. Pour rester dans le pneu, quand le pneu il n'y a pas suffisamment de gomme pour être vendu d'occasion, à ce moment-là, il existe des procédés industriels qui permettent de remettre de la gomme autour des pneus. Et donc là, on va recréer des pneus qu'on pourra qualifier de neufs, même s'ils auront été bâtis sur une carcasse existante. Et donc, on va créer des pneus éco-responsables qui vont permettre là aussi de prolonger, de redonner un cycle de vie complet à une carcasse de pneumatique. Donc, ça, ce sont les projets sur le pneu. Sur la batterie, là, on est encore plus abouti puisque sur la batterie, alors la batterie est un produit qui est déjà assez vertueux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on envoie les batteries dans des fonderies et on récupère 99,5% de la matière. Donc, le plastique est complètement recyclé, le plomb est complètement recyclé. Donc, on est sur un produit qui est déjà assez vertueux. Mais bon, la fonderie, le broyage, ce sont des procédés industriels qui sont quand même un petit peu violents, où on peut faire mieux. Et ce qu'on peut faire de mieux, c'est de ne pas envoyer ces batteries en fonderie, mais de trouver un moyen pour prolonger leur durée de vie. Et là, on s'est rendu compte, en fait, récemment, il y a 1 an et demi à peu près, que par un procédé électrochimique bien adapté, on pouvait sauver, j'oserais dire, 30% des batteries que l'on recyclait jusqu'à présent. Donc, avec le bon procédé industriel, on est capable de redonner un cycle de vie complet
Je parle vraiment d'un cycle de vie Ouais. complet. La batterie est repartie comme si c'était une batterie neuve. On la garantit 2 ans comme on le fait sur une batterie neuve. Et donc, on évite, grâce à ça, d'envoyer 30% des batteries en fonderie. Donc ça, on a un premier atelier dans le nord de la France, à côté de Lille, qui fait de la batterie régénérée. La semaine prochaine, on démarre un second atelier dans le LIWIP écosystème allemand. Dans 2 mois, il y en aura un troisième en France, et puis on ira ensuite en Espagne, en Italie, enfin partout où Mobivia fait du business, on va installer des ateliers de régénération de batteries. Donc, bon, voilà, ce que je suis en train de vous raconter là sur le pneu, sur la batterie, c'est quelque chose qu'on va développer partout au travers de l'Europe, au travers des IWIP écosystèmes. Sur le pneu, sur la batterie, mais on travaille aussi sur les autres familles de produits. On travaille à trouver des solutions pour est-ce qu'on peut nettoyer les huiles, est-ce qu'on peut prolonger la durée de vie des pots catalytiques, enfin tous les produits qui sont commercialisés dans nos réseaux. On travaille à la prolongation de leur durée de vie dans le cadre de cette économie circulaire, pour que demain, quand vous viendrez dans nos réseaux, on pourra vous proposer des pièces issues de l'économie circulaire à chaque fois qu'on a une intervention à faire sur votre véhicule. Super. La semaine dernière, on avait la chance de recevoir avec nous Ludovic Bertrand qui nous parlait de toute la stratégie autour des micromobilités au sein du groupe. Est-ce que justement, dans cette logique d'économie circulaire, vous avez un moyen de donner une seconde vie aux batteries de vélos électriques, de vélos à assistance électrique? Oui. Donc aujourd'hui, on a des partenariats avec une entreprise qui nous permet de changer des cellules, par exemple à l'intérieur des batteries lithium-ion. Mais on a aussi un programme de R&D là dans le cadre de ce que l'on fait. Alors les batteries que je vous citais tout à l'heure sont des batteries de démarrage, donc des batteries plomb. Donc c'est pas du tout la même technologie, mais néanmoins on a des ingénieurs R&D qui ont mis au point cette régénération des batteries plomb, qui travaillent aujourd'hui sur les batteries lithium-ion. Et on espère, bien sûr, dans un horizon court, pouvoir proposer des solutions aussi innovantes pour prolonger la durée de vie des batteries lithium-ion qui équipent les VAE, les trottinettes, etc. Donc, tous ces appareils qui envahissent aujourd'hui notre mobilité à juste titre. Complètement. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de clients. Qui sont ces clients que tu as évoqués? Ah oui, tout à fait. Donc, désolé, pour moi c'est naturel. Les clients que j'évoque sont essentiellement nos clients internes. Donc, nos clients internes, c'est bien sûr Noroto, Midas, Carter Cash, ATU en Allemagne, mais pas que. En Allemagne, dans notre IWIP écosystème allemand, on a des très gros outils industriels de granulation de pneus. Donc, les pneus qui ne peuvent pas prolonger leur durée de vie, on les broie, on les transforme en un petit caoutchouc qui va servir à la production d'autres produits. Donc, nos granulateurs servent bien sûr aux pneus qui viennent de chez ATU, en partie de certains pneus qui viennent de l'Est de la France pour la logistique, bien sûr. Mais on fait aussi cette granulation pour des clients comme Volkswagen ou des car dealers qui sont en Allemagne autour de chez Estato. Donc, il y a même 60% de l'activité de granulation de pneus que l'on a dans notre IWIP écosystème allemand provient de l'extérieur. Donc, on a déjà des clients externes, mais tout le savoir-faire que je viens de vous décrire, là, cette aventure qui a démarré en 98, je pense qu'elle est vraiment unique sur le marché. On sait gérer ça, on sait conseiller les clients, la façon dont on traite nos déchets est très vertueuse et on le fait on insiste beaucoup pour que ça soit de plus en plus propre ce qui est fait. Donc ce savoir-faire, on va le proposer de plus en plus à nos confrères sur le marché. Et de toute façon, l'économie circulaire, c'est comme en supply chain, c'est une question de massification. Donc plus on sera nombreux à utiliser les mêmes outils, mieux on se portera d'un point de vue économique sur ces modèles, et plus on aura les moyens de faire les choses propres pour notre industrie qui est quand même, il faut le dire, polluante. Bien sûr, mais c'était justement la question que j'allais te poser, qui était qu'en intro, on disait justement que le principe de l'économie circulaire, en n'ayant pas peur des mots, c'est aussi de créer de la valeur en protégeant les ressources. Et au final, est-ce que ce modèle économique est rentable aujourd'hui ou dans le futur? Alors, il l'est, mais c'est un challenge. Pour être honnête, sur chacune des familles de produits, on s'en rend compte de plus en plus. Alors, la supply chain est clé. C'est clair que les coûts logistiques sont très importants dans la chaîne d'économie circulaire. Donc, il faut vraiment travailler ça et raccourcir les flux. Et souvent, on se heurte. Alors, surtout, je prends l'exemple de la batterie, mais c'est vrai pour les autres familles de produits.
Mais si on compare une batterie de petite taille, de petite capacité issue de l'économie circulaire avec une batterie vendue par les fournisseurs de batteries neuves avec du plomb neuf, du plastique neuf, bah, le prix d'entrée dans nos magasins, on a énormément de mal à être compétitif sur les petites tailles. Après, plus on va monter en taille, plus on va trouver on va équilibrer le modèle économique et on va s'y retrouver. Parce que pour nous, le processus industriel reste le même. Donc, une petite taille, une grande taille, ça n'a pas beaucoup d'importance. Là où les producteurs de produits neufs, eux, il peut y avoir un delta et ils vont faire beaucoup plus de marge sur les gros produits. Donc, on a beaucoup de mal à être compétitif sur les entrées de gamme. Après, avec le mix de produits, on peut s'y retrouver, mais c'est quand même notre challenge au quotidien. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve l'équilibre économique si on veut développer ça, si on veut faire les choses de plus en plus proprement, dans l'intérêt des clients, dans l'intérêt de la planète. Donc, on a besoin de trouver cette rentabilité économique, mais c'est effectivement un challenge au quotidien. On a une question de Michel Graal de Hutchinson qui nous demande si vous voyez évoluer les règles d'éco-conception dans la définition des produits et des modules des véhicules aujourd'hui. Alors, quand je parlais de la loi AGEC tout à l'heure, donc cet aspect, ce point sur la réparabilité a un impact direct sur l'éco-conception. Aujourd'hui, on peut plus se permettre, enfin, à contrario, on doit se donner l'obligation, là, je nous mets dans le panier, mais c'est aussi surtout les fournisseurs de produits. Dès la conception du produit, ils doivent imaginer où sont les points de défaillance possible de ce qu'ils nous vendent, de façon à ce que cela puisse être changé facilement. Et être changé facilement, c'est pourquoi pas, ça doit être changé même directement par le client chez lui. Là aussi, si le client doit ramener le produit dans un Euroto ou dans un Darty, ou si pire, il faut l'envoyer sur un centre de réparation un petit peu plus loin, c'est compliqué, c'est cher, on n'est pas dans la vraie réparabilité. Donc, si on veut vraiment gagner ce pari, il faut que dès la conception des pièces, aujourd'hui on a de l'impression 3D, enfin, on a plein de solutions pour pouvoir produire même chez soi des pièces de dépannage. Il faut que dès l'éco-conception, les ingénieurs soient sensibilisés à ça et le prennent en considération pour que ça soit fait le plus en amont possible dans la chaîne. Donc, la loi AGEC a un impact direct sur les modules d'éco-conception. Donc, dans les formations que l'on a mises au point, on insiste beaucoup là-dessus. Super. Mais écoute, Laurent, un grand merci. C'était hyper intéressant et hyper clair, très riche. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les envoyer. On essaiera d'y répondre par mail ou d'une autre manière. On continue donc ce cycle autour de l'économie circulaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi à 9h15, pour échanger avec Marine Sapé, qui est la cofondatrice d'Exter, une jeune start-up qui, vous allez le voir, essaie de mieux encadrer justement tout ce marché du vélo d'occasion. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci Laurent et à très bientôt. Merci à vous. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.